Bonjour, cette séance vidéo est consacrée aux tenseurs de déformation. Dans le cas des petites déformations, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des petites perturbations. Mais avant de présenter ce cours, j'aimerais bien voir la distinction entre les petites et les grandes déformations. Dans une vidéo précédente, j'ai déjà fait un cours sur les grandes déformations et pour ce cours, on a présenté un domaine dont deux configurations, la configuration de référence et la configuration actuelle. On considère pour la configuration de référence une particule qui occupe la position P sur cette figure. Cette particule est repérée dans la configuration de référence par le vecteur position grand XP. Dans la configuration actuelle, la particule qui occupait la position grand P dans la configuration de référence va prendre la position petit p dans cette configuration et elle est repérée par le vecteur xp. Dans le cas des grandes déformations, le vecteur grand P petit p représente le déplacement de la particule P. Ce vecteur il est assez grand vis-à-vis des dimensions de la structure qu'on considère. Alors, dans le cas des petites déformations, ce vecteur UP va devenir très très petit. C'est-à-dire que on va considérer la même configuration, mais avec un vecteur déplacement P petit p très très petit. De telle sorte que les configurations de référence et les configurations actuelles sont presque confondus et que les vecteurs position grand XP et petit XP sont aussi qu'on peut confondre, et le vecteur déplacement UP il est très petit, donc on a recours, si vous voulez, à une loupe pour voir ce déplacement. Dans l'hypothèse des petites perturbations implique que les dimensions relatives de la structure vis-à-vis de ces dimensions sont très petites. On peut supposer aussi que les déformations relatives sont inférieures à 0,2%, c'est-à-dire quand il y a un allongement, cet allongement il est à peu près 0,2% par rapport à sa longueur initiale. Cette hypothèse des petites perturbations permet de confondre les variables géométriques avant et après déformation, c'est-à-dire si les vecteurs grand XP et petit XP sont presque confondus, sans pour autant imposer que les déplacements soient nuls. C'est-à-dire les deux vecteurs grand XP et grand XP sont presque confondus, mais on considère un déplacement non nul. Alors, pour illustrer un exemple des petites perturbations, les petites déformations, on peut considérer par exemple le cas d'un pont. Donc, un pont, quand il est sollicité, il y a un trafic routier, toutes les déformations de ce pont-là sont très petites par rapport aux dimensions de ce pont-là. On peut aussi prendre comme exemple de petites perturbations
Les ondes sismiques, dans un séisme, il y a des ondes sismiques qui touchent les bâtisses. Donc dans ce cas-là, si les ondes sismiques engendrent des déplacements de faible amplitude par rapport à la taille des bâtisses exposées. Autre exemple qu'on retrouve en pratique, c'est les structures métalliques qui sont soumises à des chargements quasi statiques, surtout en élasticité linéaire. Ces déformations et ces déplacements sont faibles par rapport à la taille de ces structures. Donc le plan de notre cours, on va présenter différents aspects. Tout d'abord, on va commencer par l'hypothèse des petites perturbations. Ensuite, on verra ce que cette hypothèse induira comme simplification. On décomposera par la suite la déformation en déformation pure en une dilatation et un glissement. On va interpréter les différentes composantes du tenseur de déformation pour calculer les distorsions entre deux directions. On décompose aussi le tenseur de déformation. Comme les déformations sont une quantité mesurable pour le mécanicien, on verra une des méthodes pour déterminer pour mesurer ces déformations. C'est la méthode de mesure par rosette en extensométrie. On exposera après les équations de compatibilité des déformations et je termine ce cours-là par les déformations principales et les directions principales. Dans une précédente vidéo sur le tenseur de déformation en grande déformation, on a vu les tenseurs de déformation de Green-Lagrange et d'Euler-Elmasi. Et par exemple, pour le tenseur de déformation de Green-Lagrange, il y a une non-linéarité entre le tenseur de déformation et le déplacement. C'est-à-dire le tenseur de déformation, c'est un demi du gradient du déplacement, plus la transposée du gradient de déplacement, plus un produit contracté entre la transposée du gradient de déplacement par le gradient de déplacement. Et cette non-linéarité provient de ce produit contracté entre ces deux tenseurs. Donc, la relation qui lie le tenseur de déformation, en grande déformation, le tenseur de Green-Lagrange et les déplacements, c'est une équation non linéaire, quadratique en champ de déplacement. Dans l'hypothèse des petites perturbations qu'on appelle HPP, traite le cas pour les déplacements entre les deux configurations de référence et actuelle, donc puisqu'elles sont très faibles, ce qui va nous conduire à un gradient aussi faible. Donc quand le gradient est faible, le produit contracté du gradient de U transposé par le gradient de U, ce produit-là, on peut le négliger par rapport au gradient de U et gradient de U transposé. Pratiquement, on peut supposer que l'hypothèse des petites perturbations ou petites déformations et vérifier si les déformations relatives restent inférieures à 0,2%. Cette hypothèse permet de simplifier le problème et d'assurer une linéarité entre le tenseur de déformation et
le champ de déplacement. C'est-à-dire le problème de non-linéarité ne se pose plus dans l'hypothèse des petites perturbations. Voyons maintenant ce que cette simplification elle va générer pour le tenseur de déformation. Alors, comme je l'ai dit, que le produit du gradient du déplacement transposé par le gradient de U, on peut le négliger. Donc, le tenseur de Green-Lagrange, il sera égal, à peu près égal, au gradient de U plus le gradient de U transposé. Les coordonnées petit x et grand X seront, disons, identiques, elles seront confondues. Donc, on dérive par rapport à la variable grand X ou petit x, ça donne le même résultat. Donc, dans ce cas précis, on va appeler ce tenseur tout simplement le tenseur de déformation en petite perturbation ou simplement le tenseur de déformation, qui sera égal au gradient de U plus le gradient de U transposé. Donc, dans ce cas-là, le tenseur de déformation en petite perturbation, il est de sorte que l'hypothèse des HPP, c'est-à-dire l'hypothèse des petites perturbations, le tenseur de Green, Lagrange grand E, se confond avec le tenseur de déformation epsilon. On va considérer un domaine élémentaire et on va considérer, vous voyez ici, on a un domaine élémentaire et dans ce domaine élémentaire, on considère une particule P0, soit une autre particule qui est située d'une manière infiniment proche à la particule P, c'est la particule Q0, de telle sorte que le vecteur P0, Q0 est un vecteur infinitésimal. Donc, voyons maintenant le déplacement de la particule Q0 par rapport à la particule P0. Donc, on note P0 et Q0, les positions des particules dans la configuration non déformée. C'est-à-dire on n'a pas exercé pour le moment un champ de déplacement. Alors, quand on va exercer un champ de déplacement, cette particule P0 va se déplacer avec un vecteur P0 petit p qui est égal au déplacement de la particule P de la position P0 à la position petit p. Le déplacement d'un point voisin au point P est égal au déplacement que subit le point P plus un autre déplacement qui est donné par un produit contracté entre le gradient du vecteur déplacement par le vecteur infinitésimal dx. On va décomposer maintenant le tenseur gradient de U, c'est-à-dire le gradient de P0,
qui est un tenseur d'ordre 2, qu'on va le décomposer en deux parties. Une partie antisymétrique qu'on appelle oméga et une partie symétrique qu'on appelle epsilon. Donc, on aura un vecteur Q0, Q, qui sera égal à P0P, qui consiste en une translation, plus une rotation qui est due au produit contracté du tenseur antisymétrique oméga par P0, Q0, et une déformation donnée par le produit contracté du tenseur epsilon et de P0, Q0. Et si je reviens maintenant à cette figure-là, donc toutes les autres particules qui sont situées au voisinage de P0 vont subir une translation qui est égale à P0P plus une rotation autour de P. Si je prends par exemple le cas de la particule Q qui est occupée Q0, elle va subir la translation, elle passe à Q', ensuite une rotation autour de P qui est donnée par cet arc Q', Q seconde. Q', Q seconde est due à la rotation oméga, de telle sorte que on sait que le produit d'un tenseur antisymétrique par un vecteur, le tenseur antisymétrique est toujours associé à un vecteur rotation oméga, et qui est ce produit contracté est égal au produit vectoriel de oméga par le même vecteur. Ensuite, la particule Q va subir une autre transformation qui est donnée par le tenseur epsilon qui va passer de Q seconde à la position finale Q. Donc le vecteur déplacement du point Q, ce déplacement peut être décomposé en trois vecteurs. Vous avez le vecteur déplacement du point U, plus une rotation, plus un déplacement qui est dû au tenseur de déformation epsilon. Donc je reviens au tenseur oméga, grand oméga. C'est un tenseur antisymétrique, c'est-à-dire c'est un tenseur dont les composants diagonales sont égaux à 0. Et on a un vecteur rotation angulaire. Rotation angulaire, par exemple, encore dans les cartésiens, on peut dire qu'on a une rotation par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Ces deux parties, petit oméga vecteur et grand oméga tenseur, sont liées. De telle sorte que le grand oméga, il a la composante oméga x, qui est la composante oméga 3,2, si oméga x, vous avez moins oméga x parce qu'il est antisymétrique. La composante oméga y, c'est la composante oméga y, oméga 1,3,
c'est la rotation autour de Y, et vous avez la rotation oméga Z qui est égale à la composante gros oméga de 1. Donc de telle sorte, je le répète, que le produit contracté de grand oméga par le vecteur infinitésimal qui relie les deux particules P et Q est égal au produit vectoriel du vecteur rotation oméga, le produit vectoriel par le même vecteur P0, Q0. Et on rappelle que les composantes grand oméga IJ, comme c'est la partie antisymétrique, c'est 1 demi de oméga I virgule J moins UJ virgule I. Alors, pour passer de Q seconde à Q, ce vecteur, il est égal au produit contracté du tenseur epsilon qui est défini au point P, par le vecteur infinitésimal P0, Q0. Et epsilon étant la partie symétrique du gradient de U. Donc epsilon IJ, c'est 1 demi de UI virgule J plus UJ virgule I. Je rappelle que j'ai déjà fait plusieurs cours sur la notation indicielle et que la virgule signifie une dérivation. Alors, dans ce cas-là, on a trois transformations. Une translation, une rotation et une déformation. Les translations, la translation et la rotation sont des mouvements de corps rigides qui n'ont aucune conséquence sur la forme finale du domaine. Donc, c'est des transformations rigides, mais qui sont au niveau local, c'est-à-dire qui touchent uniquement tout le domaine qui est lié à la particule P0. C'est-à-dire si on passe un autre domaine qui peut être représenté par une autre particule, donc cette particule subira une autre translation et une autre rotation, mais locale. C'est pas comme la mécanique des solides où les translations et les rotations s'effectuent sur l'ensemble du solide. Là, c'est des transformations locales. Donc, on a translation et rotation, mouvement de corps rigide mais local, et une déformation qui va englober le changement de forme et le changement de volume du domaine élémentaire. Donc, seule la déformation induit des variations de longueur et d'angle dans la structure. La déformation est la seule grandeur mesurable par le mécanicien lorsqu'un corps solide est sollicité par les efforts extérieurs. Voyons maintenant, pour schématiser, pour donner une image de cette transformation-là, on va considérer un domaine. Un domaine donné. Supposons qu'on a un domaine
qui est sous forme de parallélépipède. Soit le point P noirci ici. Autour de ce point, ou au voisinage de ce point, vous avez un ensemble de particules qui sont contenues dans ce parallélépipède. Alors, toutes ces particules vont subir une translation, c'est-à-dire tout le parallélépipède, il va subir une translation qui est donnée par le vecteur déplacement de la particule P, une rotation d'un vecteur oméga, vous voyez, la translation du domaine et la rotation du domaine sont des transformations rigides qui se passent au niveau local. Et là, on a ni changement de forme, le parallélépipède reste parallélépipède et il n'a pas changé de volume. Ensuite, on a une déformation du domaine. Le domaine, il va subir une déformation, comme on le voit ici. Cette déformation induit deux choses. Une variation de son volume et une variation aussi de sa forme, une modification de sa forme. Maintenant, on va considérer la particule P, une autre particule Q0 qui est située au voisinage de la particule P. Donc si on prend le vecteur PQ0, ce vecteur, là, il ne va pas changer. Il ne va pas changer au cours des deux transformations rigides. Là, la transformation qui est due à la translation et la rotation. Les transformations que vont subir ce vecteur seront dues au tenseur de déformation. On aura deux transformations. Une variation de sa longueur et une variation de son orientation. De telle sorte, on va maintenant considérer que les transformations du domaine, je prends le vecteur PQ0, après la rotation, puisqu'il ne change ni longueur ni direction, et après déformation, on aura PQ1. Et on va maintenant faire intervenir le tenseur de déformation. Qu'est-ce qui va jouer sur ces changements de longueur et d'orientation? Donc, on va voir la décomposition de la déformation pure en dilatation et glissement. C'est-à-dire les particules P et Q qui étaient dans la position avant déformation, qui sont désignées par le vecteur PQ0, ce vecteur PQ0 va passer du vecteur PQ1, c'est-à-dire qui va changer de longueur et d'orientation. Voyez. Voyons, pour illustrer je vais faire une animation pour voir
pour illustrer, donc la particule Q, elle passe de Q0 à Q1. Cela veut dire que le vecteur PQ0, il passe d'un vecteur PQ0 à un vecteur PQ1. C'est-à-dire qu'il va subir un allongement. Il peut aussi se raccourcir. D'accord? Ça, c'est l'allongement. Le changement de longueur. Ensuite, un changement de direction. C'est ça le changement de direction. Donc ces deux modifications sont induites par le tenseur de déformation qui est défini au point P, c'est-à-dire la position de la P étant la position de la particule qui était au point P0 dans la configuration non déformée. Donc, le point Q va se déplacer de la position Q0 à Q1. On va définir ce vecteur. Et ce vecteur-là, on va le projeter. Le vecteur Q0, Q1, on va le projeter sur la direction initiale N, la normale, vecteur unitaire. Et ensuite, on va le projeter dans un plan dans la perpendiculaire R. Voyons d'abord Q0, Q1. Q0, Q1 étant égal au tenseur déformation en P, point P, Q multiplié la normale N, c'est-à-dire la direction ici, initiale donnée par le vecteur PQ0, qu'on va multiplier par la norme ou la longueur PQ0. Ça veut dire, cela veut dire quoi? Il veut dire que toutes les particules qui sont voisines au point P et qui sont portées par la droite qui passe par la normale vont subir des dilatations ou raccourcissements qui sont proportionnels à leur norme. Vous direz que cette norme ou ce module, il est infinitésimal. Et au vecteur déformation pure. Le vecteur déformation pure étant le vecteur qui est donné par le produit contracté du tenseur epsilon par n. Ça veut dire quoi? C'est la dilatation d'un vecteur n dont la norme est égale à 1 et qui est dirigé suivant la direction qui joint les deux particules initialement orientées. Donc on va pour ce faire, donc le vecteur PQ0 il subit deux transformations. La première transformation, c'est une dilatation. On a discuté. Donc cette dilatation, elle est égale à Q0,1 et on va chercher la dilatation linéaire relative, c'est-à-dire Q0,1 sur la longueur initiale qui était égale à PQ0. Q0,1, il suffit de projeter le vecteur Q0, Q1 sur la normale, c'est-à-dire le produit Q0, Q1 par produit scalaire par N, et qu'on divise par la norme de P0, Q1.
Donc vous voyez que epsilon n P0 Q0 est comultiplié par n transposé pour que le produit soit licite. On divise par PQ0 et on aura la dilatation relative dans la direction n qui est égale à n transposé epsilon n. Donc toutes les particules qui sont situées sur la droite portant par n, ils subiront un allongement ou un rétrécissement si qui est proportionnel à la dilatation relative epsilon, et à la longueur de la distance qui séparait la particule P aux autres particules situées dans cette direction. On voit bien maintenant que la valeur de epsilon, elle peut être négative si sa longueur rétrécit, elle est positive si ça augmente, et elle est égale à 0 si la longueur ne change pas. Donc ça, c'est la première transformation qui est une dilatation. La deuxième transformation, c'est un glissement. On passe d'une direction n à une direction n1. Ce changement de direction est donné par le vecteur n q1. Comme vous le remarquez sur ce dessin, toutes les particules qui sont situées sur qui sont portées par cette normale, subiront le même glissement, qui est défini par l'angle delta θ. Comme les déplacements sont petits, on peut assimiler la norme de ce vecteur à l'angle des θ. Donc pour déterminer ce glissement qu'on appelle G, on fait une projection orthogonale. Pour faire une projection orthogonale d'un vecteur, je répète, donc si nous avons un vecteur donné et je veux projeter sur ce vecteur sur un plan dont la normale est 1. Il suffit de déterminer une matrice qu'on appelle étoile n qui est antisymétrique et qui est définie à partir de la normale n, de telle sorte que étoile n, c'est une matrice antisymétrique dont les composantes, si on connaît n1, n2, ils sont affichés sur cette. Donc pour faire la projection orthogonale d'un vecteur, on multiplie ce vecteur par moins étoile n au carré, c'est-à-dire étoile n au carré, c'est-à-dire étoile n par étoile n, et non pas les composantes de étoile n au carré. Et on obtient le. Donc comme j'ai dit que c'est toutes les particules qui sont situées sur leur normale subiront le même glissement, on va prendre la particule qui est située sur l'extrémité du vecteur normal. Donc il suffit de projeter epsilon n, il suffit de projeter epsilon n sur ce plan. Donc on aura un vecteur G, donc pourquoi c'est un vecteur? Parce qu'il est projeté dans un plan. Donc c'est étoile moins étoile n au carré epsilon n
Si on veut déterminer uniquement le module de ce vecteur, ça sera la valeur absolue de étoile n, epsilon n. Donc, ça, c'est un vecteur et on cherche la norme de ce vecteur. Voilà. Donc, le module de ce vecteur, il est égal à cet angle delta T. Donc, on a, pour récapituler, on a une dilatation qui est caractérisée par une dilatation linéaire, epsilon, et qui est sans unité, qui est égale à n transposé epsilon n, et un glissement qui est donné par un angle, donc c'est un angle, dont le module est donné par cette relation, ou si on veut déterminer ce vecteur-là, on fait ce produit comme indique. De toute façon, on aura une autre vidéo et on va avoir des exercices là-dessus. Voyons maintenant, on a un tenseur de déformation. C'est un tenseur symétrique, parce que c'est la partie symétrique du gradient de déplacement. Voyons la signification de chacun des composants. Alors, pour ce faire, on va considérer que ce tenseur de déformation, donc vous voyez qu'il est symétrique, c'est-à-dire epsilon 1,2 est égal à epsilon 2,1, epsilon 1,3 c'est epsilon 3,1, epsilon 2,3 est égal à epsilon 3,2. En tout, nous avons 6 composantes, compte tenu de la symétrie, nous avons 6 composantes à déterminer. Ce tenseur, il est défini par rapport à une base E1, E2, E3, soit cette base-là qui est représentée par cette figure. On va faire la signification de chacun des composants de ce tenseur. Pour ce faire, on va considérer d'abord la direction E1. E1, E2, E3 sont les vecteurs unitaires d'une base. Et on va commencer par déterminer la dilatation relative dans la direction E1. Donc on a dit que epsilon c'est 1 transposé epsilon 1. Donc 1 transposé c'est 1, 0, 0. Par la matrice epsilon que multiplie 1. On trouve epsilon 1, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que epsilon 1, 1, c'est la dilatation relative dans la direction 1. Epsilon 1, 1 dans la direction 1. Je vais... on va faire une animation pour voir ce que ça donne. Voilà, la direction E1. Direction E1. Donc vous avez la dilatation relative. Dilatation relative. Donc ce epsilon
il est égal à 0 quand E1 ne change pas de norme. Elle est positive quand le vecteur unitaire subit une dilatation ou s'allonge. Epsilon 1 est négatif quand ça raccourcit. Donc par analogie, on peut faire la même chose pour epsilon de 2. Vous avez la dilatation linéaire, ça dilate, et la même chose dans la direction c'est-à-dire quand on prend la troisième direction, vous aurez un allongement, un raccourcissement dans cette direction. Donc, epsilon 1 représente la dilatation linéaire relative dans la direction E1. De même, epsilon de 2 et epsilon 3,3, elles représentent respectivement les dilatations dans les directions E2 et E3. Poursuivons notre calcul et cherchons le vecteur glissement G dans la direction E1. C'est un vecteur glissement. Le vecteur glissement dans la direction 1, c'est moins étoile n au carré epsilon n. C'est-à-dire moins, on va prendre étoile n est égal à 1, 0, 0, donc moins 1 ici et 1 ici. Ça, c'est au carré. C'est-à-dire c'est cette matrice par cette matrice. Ils n'ont pas les composantes au carré. Que multiplier epsilon, vous voyez, on obtient un vecteur. Qui aura pour composante suivant E1, 0, suivant E2, epsilon 1, 2, et suivant 3, epsilon 1, 3. Voyons la signification de ces deux composantes, de ces deux composantes. On va voir deux composantes. Donc on a dit que la direction 1, qu'est-ce qu'elle subit? La dilatation, plus un glissement dans le plan E1, E2. Un glissement dans le plan E1, E2. Un autre glissement dans le plan E1, E3. Voyons, le glissement dans le point E1, E2, il est donné par la projection de ce vecteur glissement dans le plan E1, E2 sur E2, qui correspond à cet angle-là. Donc c'est un angle exprimé en radian. Epsilon 1, 2, epsilon 1, 3 sont des angles. Il est de même dans le plan E1, E3. Donc, dans le plan E1, on fait glisser ce vecteur dans le plan E1, E3, c'est-à-dire ce plan. Et epsilon 1, 3, ça sera la projection de ce vecteur glissement sur l'axe E3. Donc on a vu ce que c'est epsilon N2. C'est un angle de glissement du vecteur glissement
il glisse, il s'allonge suivant E1, et puis il glisse dans le plan 1, 2. Et il glisse aussi dans le plan 1, 3. Voilà, je récapitule. Donc on a le glissement, la dilatation plus le glissement. Le glissement, E1 glisse dans le plan E2, E3, E1, E2. Ensuite, il glisse dans le plan E1, E3. La même chose pour E2. Pour E2, il y a une dilatation dans la direction E1. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse dans le plan E2, E3 et dans le plan E2, E1. Il est de même pour dans la direction E3. Donc on aura une dilatation suivant E3, un glissement dans le plan E3, E2 et un autre glissement dans le plan E3, E1. Donc epsilon 1,1, epsilon 2,2, epsilon 3,3 sont les dilatations relatives dans les directions respectives. Epsilon 1,1 dans la direction 1, epsilon 2,2 dans la direction E2 et epsilon 3,3 c'est dans les directions E3. Ensuite, vous aurez le glissement. Voilà la signification du tenseur de déformation. Soit deux directions quelconques, et on veut calculer les distorsions, c'est-à-dire la variation d'angle entre deux directions données. Voilà. Soit une particule P, donc vous avez un point P. Au point P, je connais le tenseur de déformation. J'ai une direction N1 et N2 avant déformation. N1 et N2 sont avant déformation. Ce milieu-là, il va subir un champ de déplacement. Donc on aura un changement d'orientation des directions N1 qui va passer à N'. N2 va passer à N2'. Et si on connaît le tenseur de déformation, les directions avant déformation N1 et N2, on veut déterminer la variation d'angle, c'est-à-dire la variation des phi qui est donnée par l'angle entre les deux directions après déformation et l'angle phi avant déformation. Cet angle des phi, on appelle distorsion. Je vais donner la formule, ensuite on va voir la démonstration. Et donc, pour calculer cet angle des phi, il suffit de connaître le tenseur epsilon. Donc, les deux directions, il faut qu'elles soient issues de la même
du même point qui caractérise la particule. Donc, comme données, on a N1, N2. Donc, cette variation d'angle, c'est égal à moins 2 N1 transposé epsilon N2 moins la dilatation, la somme des dilatations relatives dans les deux directions, donc ça c'est un scalaire, par N1 transposé N2, que divise étoile N1 contracté avec N2. Ça c'est un produit vectoriel. Bon, je vais expliquer brièvement cette démonstration. Donc on part d'abord, on écrit que N1 vectoriel scalaire N2, donc c'est N1 transposé N2, parce que le produit soit licite. Comme les vecteurs sont unitaires, je peux dire que cosinus est égal à cosinus alpha. D'accord? Parce que le cosinus alpha. Et on va différencier ces deux, comme N1 et N2, c'est des vecteurs unitaires. Donc, on va différencier cette relation. Donc, d N1, N2, ce sera moins sinus alpha d alpha. Et on va calculer d alpha. Donc, d alpha, c'est moins delta, delta alpha. Donc, ça va à delta N1, N2 sur sinus de l'angle entre les deux. Le sinus, on va le trouver, on va le déterminer par le produit vectoriel de deux vecteurs unitaires. Donc si je connais N1 et N2, c'est des vecteurs unitaires, je peux dire qu'N1 vectoriel N2, le module, c'est le module, la même chose, de étoile N1 par N2, et ça c'est la même chose. Donc si pour le module de N1 vectoriel N2, c'est la même chose que le module d'un produit. Donc ça c'est un vecteur, et ça c'est aussi un vecteur, et donc je calcule la norme. Et ça c'est un produit contracté entre une matrice 3 fois 3 avec un vecteur. Donc c'est N1, N2 sinus phi, et de là on trouve l'angle phi. En développant, on développe, et quand on développe, on ne va pas trop détailler cette relation, sinon parce qu'il y a autre chose d'autres chapitres à développer. Donc on va retrouver la relation que je vous ai donnée, que j'ai montré tout d'abord. Alors, dans le cas particulier, où les directions sont orthogonales, donc si elles sont orthogonales, leur produit scalaire est égal à 0 et le produit vectoriel est égal à 1. Donc on aura, vous voyez ici, si l'angle entre les deux, ça sera un produit scalaire, ça sera 0, et ça c'est le produit vectoriel, ça sera égal à 1. Donc on aura moins 2 N1 transposé epsilon. Donc c'est moins 2 N1 transposé epsilon N2. Alors la quantité, par exemple, si on prend le tenseur de déformation, la quantité epsilon N1, epsilon N2, c'est N2 transposé epsilon N1. Donc si vous avez les deux directions orthogonales, vous avez le epsilon qui est positif. Ça veut dire que l'angle entre les contenus du signe moins, l'angle, la distorsion sera négative. C'est-à-dire qu'on aura une diminution d'angle. Au contraire, si le epsilon, par exemple, je prends epsilon 1, 3, c'est le demi-angle entre les deux, la variation. S'il est positif, ça veut dire qu'entre les deux directions, l'angle qui était perpendiculaire avant déformation, il va diminuer d'une valeur qui est égale à 2 fois epsilon 1. C'est-à-dire si je reviens
à revenir ici, vous voyez, l'angle entre les directions E1, E2. Initialement, il était égal à pi sur 2. Si epsilon 1, 2, automatiquement epsilon 2, 1 sont positifs, l'angle entre les directions E1, E2 va diminuer d'une valeur qui est égale à 2 fois epsilon 1. Donc pour que l'angle entre deux directions augmente, il faut que cette quantité soit négative. La même chose, si je prends la direction E2, E3, E2, E3, c'est-à-dire je prends epsilon 2, 3, epsilon 3, 2. Donc l'angle, il va varier comment? Il va varier d'une valeur qui est égale à moins 2 fois epsilon de 3. C'est pour ça, les epsilon, on appelle les demi-taux de glissement. Voilà, ça c'est juste pour expliquer la variation de l'angle entre deux directions perpendiculaires. Et il faut expliquer aussi que les epsilon sont des variations d'angle, donc ils sont exprimés en radians. On va voir maintenant la décomposition du tenseur de déformation. Le tenseur de déformation, on peut le décomposer. D'abord, on va calculer la trace de ce tenseur. La trace de tenseur, c'est-à-dire epsilon Ln, qui est égal à epsilon 1, 1, epsilon 2, 2, epsilon 3, 3. Comme epsilon 1, 1, epsilon 1, 2, 2, 2 et 3, 3, ils expriment les dilatations relatives. Donc, ils expriment automatiquement la variation de longueur. Donc, pour déterminer la variation de volume, dV sur V, c'est-à-dire la variation, si vous avez un parallélépipède par exemple, il va soit augmenter de volume et soit diminuer. Donc, pour connaître sa dilatation volumique, on fait elle est déterminée par la trace de ce tenseur. On appelle ça dilatation volumique, elle est désignée par θ. Le tenseur de déformation peut être décomposé en deux parties, une partie sphérique et une partie déviatorique. Alors comment on va faire? On va prendre la composante du tenseur epsilon ij. Donc à je vais rajouter la même quantité et soustraire la même quantité. D'accord? Cette quantité sera égale à E, c'est-à-dire la trace sur 3, que multiplie l'indice de Kronecker delta ij. Epsilon ij moins E delta ij va nous donner un tenseur qu'on appelle tenseur déviateur, ou la partie déviatorique du tenseur, et une autre composante d'un tenseur qu'on appelle le tenseur sphérique. Alors, d'abord, le tenseur sphérique, il est égal à E,
il n'a que des composantes sur la diagonale. Le tenseur, le déviateur du tenseur de déformation, epsilon d, il garde les mêmes composantes du tenseur, les composantes qui sont hors diagonale. Par contre, les composantes qui sont sur la diagonale, on va à chaque fois soustraire la quantité E. E qui est la trace de epsilon. Donc si on veut déterminer la trace de ce tenseur, du déviateur, sa trace est égale à 0. Donc sa trace est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de volume. Par contre, il déforme l'élément de volume. Le tenseur sphérique, les parties hors diagonale sont nulles. Les parties ou les composantes sur la diagonale, elles sont de même valeur, et cette valeur qui est égale à la trace de epsilon sur 3. Voyons pourquoi on décompose ce tenseur. C'est tout simplement pour montrer qu'il est composé de deux parties, une partie sphérique et une partie déviatorique. Ça veut dire que si j'ai un élément de volume sous forme de sphère, cette sphère va d'abord gonfler ou dégonfler, c'est-à-dire elle va varier son volume sans changer sa forme. Cette transformation est due à la partie sphérique. Ensuite, la partie déviatorique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde le même volume. Donc si c'est une sphère, elle va rester une sphère. Volume, c'est sphère. Voilà. Mais elle va la déformer. Et si c'est une sphère, elle va devenir avec une forme ovale. Donc, les transformations que peut subir un domaine, il subit une déformation sphérique isotropique induite par le tenseur sphérique, gonflement ou dégonflement, caractérisé par l'extension moyenne E, c'est-à-dire la trace du tenseur sur 3, prenant en compte la variation de volume. Varie la volume, mais à forme constante. La deuxième déformation, une déformation déviatrice provoquée par le déviateur epsilon anisotropique, prenant en compte le changement de volume, le changement de forme à volume constant. Pourquoi? Parce que là, la trace du déviateur de déformation est égale à 0. Comme j'ai précisé tout à l'heure, la grandeur mesurable en mécanique, c'est-à-dire par rapport qu'on verra plus tard, la contrainte. Donc la contrainte n'est pas mesurable. La seule mesure qu'on peut faire, c'est sur les déformations. Et par le biais des déformations, on va remonter aux contraintes. Mais les contraintes ne sont pas mesurables. Je rappelle que les contraintes ne sont pas mesurables. Et on aura d'autres vidéos sur les tenseurs de contraintes. Alors, il y a plusieurs techniques de mesure de déformation. L'une des techniques, c'est les rosettes en extensométrie. C'est quoi d'abord une rosette? Une rosette est constituée de 3 jauges. Elles sont inclinées d'un angle, l'une par rapport à l'autre.
Donc on a des angles à 60 ou à 45 degrés. Chaque jauge est constituée d'un fil conducteur qui a une certaine résistance. Alors, cette rosette est collée aux surfaces sur lesquelles on doit mesurer les déformations. Quand vous savez que la résistance est liée à la longueur, donc quand elle est collée, si elle est collée à la surface, il y a des déformations, donc elle va subir une variation de longueur. Les fils conducteurs vont subir une transformation de longueur, et cette variation de longueur, et cette variation de longueur va induire une variation de la résistance. Donc par le biais de la mesure de la variation de cette résistance, on peut remonter aux déformations, et de cette façon-là, on peut déterminer le tenseur de déformation en un point de la surface donnée. Là aussi, je vais faire un exercice là-dessus. Là, c'est juste pour vous montrer que uniquement cette technique-là. Donc, afin de déterminer les déformations dans un plan d'une surface qui se déforme, on peut utiliser les rosettes que l'on colle sur les surfaces. Une rosette est constituée de 3 jauges de déformation. Pourquoi 3 jauges? On verra dans les exercices qu'on va voir, à partir de ces mesures-là, on va déterminer le tenseur de déformation. Chacune des jauges mesure l'allongement relatif dans une direction du plan par le biais de la variation de la résistance électrique de son très fin fil conducteur. Et on distingue 2 types de rosettes, à 60 et à 45 degrés. On arrive maintenant aux équations de compatibilité des déformations. Et pourquoi on vérifie ces équations de compatibilité? Tout à l'heure, on a parlé d'éléments de volume. Hein. Je reviens aux diapositives précédentes. Voilà. On a dit que chaque élément de volume il subit une rotation et une déformation. Rotation et déformation sont liées au champ de déplacement U. Pourquoi? Parce que le tenseur epsilon est la partie symétrique du gradient de U, et le vecteur oméga qui est associé au tenseur grand oméga, lequel est la partie antisymétrique du gradient de U. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier les composants de epsilon et les composantes de oméga. Cela veut dire que si la déformation va se faire d'une manière aléatoire, on n'aura plus de compatibilité de déformation.
Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Voilà. Supposons qu'on a un domaine constitué d'un ensemble de volumes à l'état non déformé. C'est-à-dire, voilà, de tout à l'heure, j'ai représenté des parallélépipèdes pour simplifier. Je l'ai représenté sous forme de surface. Et chaque élément ici, il correspond au voisinage d'une particule donnée. D'accord? Je prends par exemple ce domaine, cet élément de volume. Hein, il est caractérisé par la particule A, celui-là par la particule B, particule C, particule D, et ainsi de suite. Sachant que chaque élément de volume, il est de dimension infinitésimale. C'est-à-dire, si je reprends par exemple dans un plan, ça sera dx, dy. Ils sont infinitésimales. Voilà. Chacun, quand on est, donc ça c'est dans la configuration non déformée, quand on va appliquer un champ de déplacement U, tous les éléments de volume vont subir une rotation et une déformation. Par exemple, si je prends cet élément, la particule A, on définit un tenseur de déformation et le tenseur antisymétrique oméga. Alors, oméga, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tourner l'élément de volume autour du point A, par exemple. Epsilon, il va le déformer. Mais ces deux champs, ils proviennent du même champ de déplacement. Et si je représente cet élément, la position non déformée, dans la position déformée, il va avoir cette forme. Il est de même pour tous les autres éléments de volume qui sont adjacents. Donc la particule ici B aussi, son domaine, il va subir une rotation et une déformation. Donc tous les éléments de volume vont subir des déformations et des rotations. Si l'on applique une transformation variant aléatoirement, c'est-à-dire si U est aléatoire, d'une particule à matériel à l'autre, la déformée ne sera pas continue. Donc si ça se passe d'une manière aléatoire, on a ici représenté que quelques éléments à l'état non déformé et à l'état déformé. Donc si ça se passe d'une manière aléatoire, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez les différents éléments de volume ne seront plus compacts. Et vous aurez du vide entre les différents éléments. Ça, c'est des déformations incompatibles. Et ce problème-là, on doit l'éviter. Pour l'éviter, il faut vérifier les équations de compatibilité. Donc, en mécanique des solides où les atomes sont astreints à rester dans le réseau cristallin, on ne peut pas découpler la rotation locale et la déformation. C'est-à-dire, epsilon et oméga, on ne peut pas les découpler. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus du même champ de déplacement. L'une, elle représente le gradient, la partie symétrique du gradient de U, et l'autre, elle représente la partie antisymétrique de ce gradient. Dans le cas où les déformations sont incompatibles,
La déformée ne sera pas continue. Continue. Elle ne sera pas continue. Donc la continuité de la matière implique des restrictions sur la manière dont évolue la déformation, l'état de déformation d'un point à un autre. Alors pour ce faire, on doit vérifier les équations de compatibilité en déformation. Petite précision, il faut que puisque la valeur mesurable, c'est les déformations, donc ces équations doivent être exprimées uniquement en fonction de epsilon et non pas en fonction de oméga. Alors deux cas peuvent se présenter. Soit, le premier cas, on connaît le champ de déplacement et on veut déterminer epsilon et oméga. Donc automatiquement, si vous avez le champ de déplacement, vous dérivez, vous trouvez epsilon et oméga. Donc c'est une dérivation. Parce que epsilon, par exemple, ij est égal à 1 demi de ui virgule j plus uj virgule j. Ça, c'est la formule intrinsèque. Et vous pouvez déterminer le champ de tenseur de déplacement en utilisant cette relation intrinsèque. Donc tout dépend des coordonnées. Vous avez les coordonnées cylindriques, cartésiennes, sphériques, et vous avez des relations qui permettent de déterminer. Il est de même pour les oméga ij pour déterminer le vecteur rotation. Donc dans ce cas-là, puisqu'on passe dérivation, les déformations sont systématiquement compatibles. On n'a pas à vérifier. Ici, là, les équations de compatibilité parce qu'on passe par une dérivation. Cependant, le deuxième cas, si on se donne le cheminement inverse, c'est-à-dire si on connaît epsilon et oméga, et on veut déterminer U, là, on doit passer par une intégration. Dans ce cas précis, on doit vérifier les équations de compatibilité. Voyons, quelles sont maintenant ces équations de compatibilité. Donc la première des choses, on doit d'abord trouver une relation entre les epsilon et les oméga. Ensuite, on va poser la condition d'intégrabilité, qui est intégration ici, qui est le même champ, et ce champ-là, il va donner des champs de déformation compatibles. C'est ce qu'on va voir par le biais de cette démonstration. Donc on va démontrer les équations de compatibilité. On part des composantes oméga ij. Je vais dériver oméga ij par rapport à l'indice K. On aura cette relation. Ensuite, on va rajouter et soustraire la même quantité. Et on ne va pas changer juste pour introduire les epsilon. Donc je vais rajouter UK virgule IJ et soustraire UK virgule IJ. On aura cette relation. Ça nous permettra d'exprimer les oméga en fonction des epsilon. On retrouve la relation oméga ij virgule k est égal à epsilon ik virgule j moins epsilon k j virgule i. Donc c'est une relation avec des dérivés partiels. Donc on a la relation qui lie, donc premier objectif, on a la relation qui lie les epsilon et les oméga. Voilà. Quelle est la condition d'intégrabilité?
La condition d'intégrabilité est la suivante. La composante oméga ij, quand je de la dérive par rapport à l'indice K, ensuite l'indice L, sachant que K et L ils prennent les valeurs 1, 2, 3, c'est-à-dire les coordonnées, epsilon I, J, virgule, c'est-à-dire je dérive par rapport à K, ensuite L, je trouver la même chose si je dérive dans l'ordre différent, c'est-à-dire je dérive par rapport à L, ensuite K, sachant que A, K est différent de L. Et cette relation, je vais l'exprimer en fonction des epsilon. Donc, on aura cette équation, et cette équation qu'on appelle équation de compatibilité. Voyons et examinons cette relation. Je vous rappelle qu'on a déjà fait plusieurs séances de cours, de vidéos sur les notations indicielles. Vous voyez que dans cette relation, j'ai 4 indices libres, IK, JL. C'est-à-dire cette équation sous forme indicielle, si on veut la présenter d'une manière explicite, comme j'ai 4 indices libres, on doit avoir 4,21 équations. Ça donne 4,21 équations. Mais dans notre cas, on a un tenseur qui est d'ordre 2, c'est-à-dire qui comporte 9 composantes, et compte tenu de la symétrie, on n'a que 6 composantes. Donc c'est un tenseur d'ordre 2. Donc je dois avoir 9 composantes. Pour avoir 9 composantes, donc il faut que je prenne l'un des indices, je vais le prendre égal à un autre. Comme ça, on aura 2 indices libres et un indice qui sera égal à un autre, ce sera l'indice muet. Soit par exemple, je prends J égale à K. J égale à K. On prend J égale à K et on va transformer cette relation. On va développer. Quand on développe, donc on ne peut pas détailler sur ça, sinon la séance va prendre plusieurs heures. En développant, on arrive à la relation finale. La relation finale, donc vous avez 2 indices I et J, et vous avez ici l'indice K qui est muet, c'est-à-dire on peut faire une sommation par rapport à cet indice. Donc ça va donner le Laplacien de epsilon J plus epsilon kk qui représente la trace de epsilon, donc c'est la dilatation volumique, que je dérive par rapport à I ensuite J, moins epsilon IK, virgule KJ, plus epsilon KJ, virgule IK. Ça doit être égal à 0. Donc c'est la forme indicielle. Si on veut la présenter sous forme matricielle, cette relation indicielle sous forme indicielle, elle prend la forme du rotationnel transposé de epsilon. Comme epsilon est symétrique, on peut dire que c'est le rotationnel du rotationnel de epsilon. Donc on calcule le rotationnel de epsilon. Ensuite, on va calculer le rotationnel du rotationnel de epsilon. Donc vous aurez ici 6 équations scalaires. Sachant que si j'ai, pour rappel, pour un tenseur d'ordre 2, c'est un tenseur par exemple A, pour calculer son rotationnel, on utilise l'indice de permutation
epsilon I, IJK, c'est-à-dire ici GPQ. Donc il ne faut pas le confondre avec le tenseur de déformation. Et comme ça, on pourra déterminer soit on le fait par le biais du rotationnel de epsilon, soit on va développer notre relation sous forme indicielle. Prenons le cas où on va développer la notation indicielle. Donc on a ici I et J comme indice libre. K est un indice, et donc c'est une sommation. Donc les cas compte tenu de la symétrie, on aura 6 cas à traiter. On prend I égale J égale à 1. I égale à J égale à 2. I égale à J égale à 3. Ensuite, on aura I égale à 1 et J égale à 2. Quatrième cas. I égale à 1, J égale à 3. Et I égale à 2 et J égale à 3. Voilà. On va le développer dans le premier cas. C'est-à-dire, comme I est égal à J est égal à 1. On va remplacer I et J par 1. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va développer. D'accord? Et on arrive, en fin de compte, à cette relation. Cette relation en dérivée partielle. Donc, quand I égale à 1 et J est égal à 1, on trouve que epsilon 1, 1, virgule 2, 2, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est en coordonnées, par exemple, cylindrique, c'est epsilon xx qu'on dérive 2 fois par rapport à y, plus epsilon 2, 2, virgule 1, 1, c'est-à-dire epsilon y, y qu'on dérive 2 fois par rapport à x, moins 2 fois epsilon de 1, c'est-à-dire epsilon xy, yx, qu'on dérive par rapport à 1, 2, c'est-à-dire qu'on dérive par rapport à x, ensuite y. Voilà cette forme. On peut la faire la même chose en prenant i égale à j égale à 2, tous les autres cas, et on aura 6 équations de compatibilité. Donc là, la première, vous avez cette équation, E égale à 1, J égale à 2. Donc ça, c'est en coordonnées cartésiennes. En coordonnées cartésiennes aussi, enfin tout ça c'est en coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire pour I égale à J égale à 2, I égale à J égale à 3. Et vous avez les autres termes. Donc vous voyez que c'est des équations aux dérivées partielles. Donc, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure pour la vérification, quand on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on fait le cheminement inverse, c'est-à-dire pour passer de epsilon à U, on doit vérifier la compatibilité des déformations en vérifiant ces équations qui sont données par en coordonnées cartésiennes. Donc s'il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de solution au problème. On arrive au dernier chapitre de ce cours, c'est les déformations principales et directions principales. Comme j'ai ici expliqué tout à l'heure, on a un tenseur de déformation. Si je reprends, je vais revenir à un diapositive. Voilà.
ce tenseur de déformation. Ce tenseur est déterminé par rapport à une base, E1, E2, E3. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une base principale? Une base principale, c'est une base pour laquelle on n'a que les composantes de la diagonale. Les composantes hors diagonale sont égaux à 0. Pour le cas du tenseur de déformation, donc quand je n'ai que les composantes de la diagonale non nulles, ça veut dire que c'est des dilatations relatives. Alors, ces valeurs sont appelées déformations principales. Si je dis bien que les autres composantes sont nulles, c'est-à-dire si je prends par exemple le cas, voilà, ce cas où on a epsilon égale epsilon, par exemple je mets 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3. Là, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 sont des déformations principales. La base qui leur est associée, que j'appelle E'1, par exemple E'2, E'3. Cette base-là est une base principale. Dans un premier temps, on doit d'abord déterminer les déformations principales. Ensuite, on cherche les directions qui sont associées à ces déformations principales. Alors, pour déterminer les déformations principales, comme c'est un cours de mathématiques, si vous voulez, on écrit l'équation caractéristique de cette matrice. Cette matrice, pour déterminer l'équation caractéristique, on détermine d'abord les invariants. Le premier invariant, c'est la trace. Le troisième invariant, c'est le déterminant. Et le deuxième invariant, il est donné par le produit epsilon 1, 1, epsilon 2, 2, epsilon 2, 2, epsilon 3, 3, plus epsilon 1, 1, epsilon 3, 3, moins la somme de epsilon 1, 1 au carré, plus epsilon 1, 3 au carré, plus epsilon 2, 3 au carré. Donc je reviens. Donc on détermine les déformations, les déformations principales. Là, pour ce faire, on doit résoudre cette équation. I1, I2, I3. Donc lambda étant... Donc j'ai trois racines ici. Lambda 1, la première racine, ce sera epsilon 1. La deuxième, epsilon 2. Et la troisième, epsilon 3. Donc les composantes, ce qu'on appelle invariants. Les invariants sont des scalaires qui ne varient pas, d'où le terme invariant, quelle que soit la base dans laquelle vous exprimez votre tenseur. Le premier invariant, je rappelle, c'est la trace. Quelle que soit la base, vous trouvez la même base, la même trace. Quelle que soit la base, vous aurez le même déterminant. Et quelle que soit la base, vous aurez le deuxième invariant. Donc I1, c'est la trace de epsilon, epsilon II. C'est θ, la dilatation volumique. I2, c'est 1 demi de epsilon II par epsilon JJ moins epsilon IJ, epsilon JI. Et comme c'est un tenseur symétrique, vous avez ici, avec le moins, les composantes hors diagonale au carré, leur somme. Et ici, vous avez le produit, l'addition des produits
simultanée des composantes qui sont situées sur la diagonale. Epsilon 1, 1, lambda 2, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc on doit résoudre l'équation polynomiale de degré 3 qui est donnée par cette équation. Les racines de cette équation vont nous donner les epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc les déformations principales sont epsilon 1 qui est égal à lambda 1, epsilon 2 qui est égal à lambda 2 et epsilon 3 qui est égal à lambda 3. Connaissant les déformations principales, on peut déterminer les directions principales qui correspondent aux vecteurs propres E'1, E'2, E'3 et qui sont chacun est associé à la déformation principale epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc ceci va nous permettre de calculer la dilatation relative maximale. La dilatation relative maximale, ce sera la valeur maximum entre epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Et il nous permet aussi de déterminer le taux de glissement ou le glissement maximum en déterminant la différence, parce que c'est la différence entre epsilon 1 et epsilon 2, epsilon 1, epsilon 3, epsilon 3, epsilon 2. Et on peut même tracer le cercle de Mohr. Et comme le cercle de Mohr, ceci, on va le développer beaucoup plus quand on va faire le tenseur de contraintes. Donc, ça sera l'occasion de voir le cercle de Mohr beaucoup plus pour le tenseur de contraintes que pour le tenseur de déformation. Voilà, sur ce se termine ce cours. La prochaine vidéo sera consacrée à des exercices sur le tenseur de déformation dans le cas des petites perturbations. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.